Bonjour à tous. Bonjour et merci de nous regarder. L'épisode de cette semaine s'intéresse au levier de développement des soft skills. Et nous vous proposons ainsi un tour d'horizon des outils et méthodes qui peuvent permettre de les développer en continu. Et vous allez voir, ce n'est pas toujours très simple. Car le développement des soft skills implique que les organisations posent les conditions pour favoriser leur développement d'une part, mais aussi que les individus adhèrent à ces démarches et acceptent le principe de se remettre en question. Alors commençons sans plus attendre avec ce qui se pratique dès le plus jeune âge lors de la scolarité. Car le développement des soft skills commence bien avant l'entrée dans la vie professionnelle. De la maternelle au lycée, en plus des matières classiques telles que les mathématiques et le français, l'enseignement scolaire commence à s'intéresser aux soft skills, et ce, dès le plus jeune âge. En effet, de nouvelles écoles entendent également développer les compétences humaines des enfants, inspirées par la réussite d'autres approches à l'étranger. Citons en particulier le cas de Singapour et de la Finlande, dont les modèles éducatifs comptent parmi les plus performants au monde. Champion de la réussite scolaire, Singapour se classe ainsi dans le top 3 du classement PISA depuis plusieurs années. Une réussite qui s'explique notamment par une méthode d'apprentissage efficace inventée par le psychologue suisse Jean Piaget, dont le principe est d'enseigner moins et d'apprendre plus. Une discussion de 20 minutes en petits groupes suit toujours l'achèvement d'une tâche, et grâce à la manipulation d'objets, ce concept est rendu encore plus réaliste. De son côté, la Finlande se hisse elle aussi très haut dans le classement PISA. Son modèle d'enseignement repose notamment sur un environnement de travail agréable, des ateliers manuels et l'application de principes d'autonomie et d'empathie. Alors, comment on forme aux soft skills? Je pense que ça peut commencer très tôt et ça peut commencer à l'école. Mais quand un papa et une maman dit à ses enfants, tu dis bonjour, tu dis merci, tu dis s'il te plaît, c'est déjà, le travail commence là. Hein. Quand on dit, tu écoutes ce qu'on te dit et qu'est-ce que tu as compris qu'on te disait? Répète-moi ce que tu as compris, je veux être sûr que tu as compris. C'est déjà de l'éducation, ça, à la relation et à une forme d'équité entre les êtres humains. Oui, c'est évident. Je pense que les soft skills doivent être travaillés dès le début, même dès le plus jeune âge, parce qu'effectivement, nous on le voit dans l'entreprise, quand on reprend notre définition du potentiel, qu'est-ce qu'un potentiel, en tout cas chez Randstad, c'est principalement et uniquement sur des dimensions de soft skills. On n'est pas trop sur des compétences techniques. Et donc forcément, si les gens apprennent toutes ces dimensions, comment avoir un peu de leadership, comment résoudre un problème, comment travailler sa communication à la fois écrite et orale, plus les gens vont en prendre conscience, mieux ils seront dans l'entreprise. Donc évidemment, pour moi, c'est dès le plus jeune âge. Le lycée a déjà expérimenté avec succès plusieurs dispositifs pédagogiques permettant notamment aux lycéens d'acquérir ou de développer certains soft skills. Depuis les TPE, travaux personnels encadrés introduits au début des années 2000 dans les classes de première, jusqu'à l'épreuve plus récente du grand oral du bac. Des approches qui permettent aux lycéens de développer entre autres l'esprit collaboratif, l'expression orale, la transversalité ou le sens de l'organisation. Aujourd'hui, on est dans un univers professionnel, dans un marché de l'emploi qui évolue à très grande vitesse, où il est bien évident que les métiers de demain n'existent pas encore, que les métiers qui existent aujourd'hui ne seront peut-être plus tous sur le marché demain, et qu'autrement dit, il est prioritaire de se former, d'acquérir des compétences qui vont durer dans le temps, des compétences qui vont, si vous voulez, dépasser la simple conjoncture et sur lesquelles ils vont pouvoir capitaliser tout au long de leur vie professionnelle. Voyons maintenant comment l'enseignement supérieur s'est engagé dans ce tournant. Il se trouve que de plus en plus d'écoles et d'établissements d'enseignement supérieur commencent eux aussi à intégrer la dimension des soft skills dans leur pédagogie et leur parcours diplômant. Certaines s'y sont même initiées depuis longtemps. C'est le cas notamment du groupe IGS, avec des séances de développement personnel ou encore des cours de leadership. Il peut exister ce type de formation, comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'idée d'ateliers coaching, par exemple, qui peuvent être des ateliers individuels ou des ateliers collectifs. Ça peut être aussi justement des ateliers théâtre, où on va effectivement demander aux jeunes de se mettre en scène, de jouer des jeux de rôle, par exemple.
Et puis, ça peut être aussi des ateliers avec des outils, comme nous développons aujourd'hui, des outils qui permettent de détecter à travers des questionnaires, des tests, quels sont les éléments de personnalité saillants d'un individu, quels sont ses éléments de motivation, de sorte à pouvoir faire ressurgir son profil effectivement comportemental, et en même temps de pouvoir, grâce à cela, le conseiller, l'orienter. Vous êtes formaté à l'école, vous allez être formaté à l'université, vous êtes formaté là où vous êtes, et on risque d'écraser votre singularité. À la fois, ce qu'on aime, c'est votre différence, mais la pression de conformité va faire que vous allez trop vite adopter, je dirais, les codes de l'entreprise dans laquelle vous allez rentrer, alors qu'en fait, ce qu'elle veut, c'est votre singularité, c'est le paradoxe. Donc on pourrait imaginer que vous êtes en alternance, c'est déjà le cas, mais qu'au moins on permette aux ingénieurs, aux écoles de commerce, etc., la première année où ils rentrent en entreprise, d'avoir cet espace de respiration, de regard critique au sens positif du terme, pour, je dirais, pas trop vite perdre la qualité principale qu'ils ont, c'est leur différence. Et les entreprises dans tout ça, que font-elles pour développer les soft skills de leurs collaborateurs? Eh bien, d'après nos répondants, pas grand-chose. Mais toutefois, on note quand même deux tendances plutôt fortes. La première, c'est un manque de communication sur le sujet, puisque un quart des répondants ignorent si leur entreprise propose ou non des formations sur le développement des soft skills. La deuxième, c'est que lorsqu'elles en proposent, ces entreprises, et c'est semble-t-il le cas de 40% des entreprises de nos répondants, elles portent principalement sur la communication orale, écrite, la gestion du temps, la gestion du stress ou encore l'organisation. Et un autre constat que nous pouvons faire, c'est que seulement 40% de nos répondants ont déjà participé une fois à une formation sur les soft skills, et pour 2 tiers d'entre eux, cela venait de leur propre initiative. Oui, tout à fait. On peut donc s'interroger sur l'engagement concret des DRH sur ces sujets. Bien qu'on en parle beaucoup, le concept est peut-être encore difficile à prendre en main en entreprise. Pour renforcer ces compétences acquises et viser une amélioration continue, plusieurs leviers ou facteurs clés de succès peuvent être mobilisés. Dans un premier temps, il faut savoir repérer ses propres soft skills. D'après Attica Lebray, on peut y parvenir de 3 façons. D'abord, en identifiant nos activités. L'idée étant de passer en revue les activités que nous pratiquons fréquemment et celles qui nous donnent le plus de plaisir. Ensuite, en analysant nos atouts. Quelles sont les activités où nous nous sentons le plus à l'aise, là où nous avons le plus de facilité. Enfin, en observant et en se questionnant sur comment notre entourage nous perçoit. Ensuite, il s'agit de bien exploiter un contexte propice qui peut être favorisé par l'entreprise. Les facteurs environnementaux permettent en effet aux individus de faire face à des situations complexes auxquelles ils pourraient être confrontés et de trouver des solutions pour s'y adapter. Les sportifs savent que pour atteindre une performance, il faut apprendre à respirer. Et en fait, je me dis, à quel endroit les organisations ont installé un espace de respiration pour obtenir la performance qu'elles attendent? Un manager peut développer la curiosité de son équipe de manière assez transverse. Il peut le faire en sachant qu'en revanche, il faut qu'il ait conscience qu'il faudra qu'il s'adapte en fonction de chaque interlocuteur. Voilà. Autrement dit, je fais du management collectif, mais je m'arrête aussi sur le management individuel, notamment quand je suis en entretien avec mon collaborateur. Je pense que demain, en fait, ce ne sera pas raisonnable de confier la responsabilité d'une équipe à une personne sans lui donner un espace où il peut se questionner sur sa façon de conduire les hommes. Donc pour moi, la responsabilité première des DRH, c'est de mettre en place ce dispositif, je dirais, qui va permettre aux managers d'avoir une forme de réflexivité sur leurs pratiques. Les entreprises doivent se moderniser en entreprises apprenantes, où les connaissances évoluent avec le temps. Et les individus doivent désormais apprendre à apprendre. La formation de demain devra donc non seulement fournir des connaissances, mais également les clés de l'auto-apprentissage. Pour devenir une organisation apprenante, en fait, eh bien, il faut s'intéresser, je dirais, à ce qui freine en fait l'efficacité collective.
Parce qu'il n'y a pas d'avantage concurrentiel plus pérenne que d'apprendre à apprendre plus vite que le concurrent. Chez Randstad, ils ont accès à ce qu'on appelle une Digital Academy. Donc en fait, c'est une LMS qui leur permet effectivement sur une plateforme à disposition de tous les collaborateurs de pouvoir travailler, s'ils le souhaitent, à la fois des compétences techniques, mais aussi des compétences comportementales. Donc on a ce genre d'outil qui permet en tout cas aux collaborateurs de se former lui-même sur ces compétences-là. On a ensuite une formation vraiment extra et de très bonne qualité pour l'ensemble de managers en partenariat avec l'EM Lyon. Et donc en fait, on fait un parcours qui s'appelle Leader bienveillant et exigeant, où à l'intérieur sont introduits que des notions de soft skills et que des notions de quotient émotionnel. On a mis également en place ce qu'on appelle des accélérateurs de carrière qui permet effectivement, et là on travaille principalement sur des compétences comportementales et de faire vivre en tout cas aux collaborateurs de nouvelles expériences, nouvelles méthodes pédagogiques pour effectivement leur permettre de gagner en communication, en leadership, en gestion du stress. Et pour ça on utilise des méthodes comme par exemple la sophrologie, par exemple le Horsen Coaching, toutes ces méthodes de formation qui vont permettre aux collaborateurs de pouvoir développer les compétences qui leur manquent. Le sujet des soft skills est large. Avez-vous interrogé les répondants sur les moyens de les développer? En termes d'outils, comme nous avons pu le remarquer dans un épisode précédent, c'est bien l'expérience qui apparaît comme le meilleur moyen de les développer, puisque le travail en mode projet et les relations interpersonnelles arrivent en tête de réponse. Oui, tout à fait. Et même si c'est dans une moindre mesure, nous avons ensuite le coaching et le co-développement qui arrivent en seconde position. Pour développer dans une entreprise des talents, Deloitte a dit à un moment, de manière un peu peut-être excessive, que finalement, le meilleur cheminement, c'était de mettre 5% les gens sur les bancs et 95% c'était de l'expérientiel. La FEST est une action de formation en situation de travail. La FEST mobilise au minimum 3 acteurs, l'apprenant, le formateur et un référent. Elle se déploie de la façon suivante. Une analyse de l'activité de travail de façon à l'adapter à des fins pédagogiques, la désignation en amont d'un formateur interne pouvant pratiquer une fonction tutorale, la mise en place de phases réflexives, distinctes à travers des mises en situation de travail, et pour finir, une ou plusieurs évaluations spécifiques des résultats de la formation pour marquer ou mettre fin à l'action. À une époque, j'ai formé des gens à l'expression orale ou formé des gens aux techniques d'entretien, etc. Je pense que si on est toujours sur le mode d'emploi, la recette de cuisine qu'il faut appliquer, c'est le meilleur moyen que ça crée des résistances. Si chaque fois que je suis avec mes interlocuteurs dans un partage d'expérience et qu'on invente ensemble les solutions qui vont bien nous aller, il y a de grandes chances que derrière, ça soit plus appliqué. Alors, il y a des choses sur lesquelles, effectivement, il est nécessaire de former. Vous voyez, des techniques, par exemple. Mais pour tout ce qui est de la posture, je crois véritablement que ça s'exerce en permanence et que donc on peut s'appuyer sur le quotidien plutôt que de prendre des situations théoriques. Je me suis rendu compte de la puissance des questions, la puissance du questionnement, et notamment tout ce qui va, quand on parle de soft skills, le questionnement est très important pour faire prendre conscience et ensuite trouver des pistes de solutions. Donc, je pense qu'une séance de coaching où finalement il n'y a plus de manager, mais on est simplement des individus assis dans une salle avec un coach et qu'on casse un peu cette hiérarchie qui pèse notamment dans le système bancaire, ça peut être efficace. Dans les équipes dirigeantes, il existe des parcours pour aider les gens à travailler leur leadership. Donc, à une époque, par exemple, nous avions mis en place un dispositif avec un cabinet britannique. Et en fait, les dirigeants, les équipes dirigeantes travaillaient leur leadership à partir d'une pièce de William Shakespeare. On leur fait vivre des choses et on les fait réagir et travailler sur ce qu'ils ont vécu. Ça, c'est très intéressant. Pour un DRH, ou pour un responsable de ressources humaines, s'il veut qu'un individu, un de ses collaborateurs, développe, il va falloir créer les opportunités de multiplier les situations qu'il va pouvoir rencontrer. En fait, en théorie, c'est hyper simple. Il faut
mettre les personnes en condition d'être confrontées à des situations qu'ils n'ont pas l'habitude de traiter dans le périmètre de leur fonction actuelle. Et c'est ce qui permet de les développer. Le business game est un outil pédagogique basé sur des expériences et à ce titre parfaitement adapté au développement des soft skills. Les participants répartis en groupes gèrent des entreprises virtuelles dans un environnement compétitif et réaliste. Les jeux d'entreprise permettent ainsi de mettre en pratique des connaissances en gestion, mais aussi d'améliorer les compétences transverses des participants, telles que la prise de décision, la résolution de problèmes, la pensée critique, la gestion de conflits, le travail d'équipe, la communication et enfin le leadership. Les business games favorisent également la réflexibilité au travers notamment de la prise de recul face à l'incertitude et à l'échec. On a mis en place l'année dernière quelque chose auquel j'ai eu la chance de participer au programme pilote. On est allé 3 jours à 10-12 dans un environnement très agréable en Belgique, dans un coin très sympathique. Et pendant 3 jours, on a vécu des expériences dans la forêt, des expériences qui étaient assez ludiques et en même temps où il y avait toujours des observateurs qui regardaient comment on fonctionnait et nous devions travailler ensemble sur comment on travaille ensemble. Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est très apprenant. C'est réunir effectivement, alors moi je m'intéresse surtout à la population des cadres, c'est les réunir par groupe de 8 et de leur permettre d'évoquer une situation insatisfaisante ou inconfortable qu'ils rencontrent au quotidien. La pratique doit s'inviter dans la formation. C'est-à-dire que je prends une situation concrète que je rencontre qui m'empêche de donner mon potentiel et j'en fais un objet d'apprentissage. En fait, cette situation est un prétexte à apprendre. Ce qu'il y a d'intéressant en co-développement, c'est que la personne qui amène sa situation, qu'est-ce qu'elle attend ? Une résolution de problème. Vous voyez, parce que quand même c'est inconfortable et tout. Mais on va lui faire comprendre que ça c'est son job, de trouver la solution à son problème. Mais nous, on va développer des capacités d'accompagnement. Autrement dit, on va s'interdire de lui donner un seul conseil. C'est lui qui vit sa situation insatisfaisante et inconfortable et c'est lui l'expert de sa situation. Ce qu'on va lui permettre, c'est de réfléchir à cette situation, de la revisiter, comment il se la représente et de trouver lui-même ses propres solutions. Donc les consultants, c'est comme ça qu'on appelle les personnes qui accompagnent celui qui emmène sa situation, vont développer des capacités de coach, des capacités d'observation, des capacités d'écoute, de questionnement, voire de confrontation. C'est Jean-Paul Sartre qui disait, mais en fait, ce qui compte, c'est pas ce qu'on a fait de nous, c'est ce qu'on va faire de ce qu'on a fait de nous. Et ça ouvre une trace. Bien sûr, je suis comme je suis, mais je peux en faire quelque chose. Je peux faire bouger les lignes. Je peux m'enrichir là-dessus, je peux compléter des choses là-dessus. Je pense, mais ça c'est très personnel, qu'on a tous une marge de manœuvre. Nous savons que les soft skills peuvent être d'ordre relationnel ou situationnel et se développent en continu en même temps que les autres types de compétences ou de connaissances. Elles se développent le plus souvent par un processus d'acquisition informel qui procède d'une capacité à apprendre par la pratique, à s'auto-évaluer, mais aussi à renforcer nos points faibles et nos atouts de manière autonome. Sur ce sujet très personnel de je me remets en question et finalement j'étais dans un modèle où on me disait t'es bon parce que tu as fait 32 et puis aujourd'hui on me dit ah ben non t'es pas bon parce que faut que tu sois plus curieux, il faut que tu travailles ton humilité. On se rend compte que appréhender ce sujet-là, c'est compliqué en fonction de son passé, en fonction de parfois son ancienneté, parfois sa capacité au changement, etc. Il y a des choses qui se travaillent au niveau de chacun. Si on veut bien le travailler. Il y a des gens qui vont en thérapie pour aller travailler des questions qui les taraudent, qui les préoccupent, qui les angoissent, et ils ont envie de dépasser quelque chose. Et bien, ils vont aller voir des psys parce qu'ils veulent se réconcilier avec eux-mêmes ou apprendre à être de meilleurs êtres humains. Ça, c'est une façon, c'est un chemin.
il y en a qui vont faire du théâtre. Il y en a qui vont aller faire du théâtre d'improvisation. Ça, c'est très, 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 très bien pour les timides qui veulent dépasser leur timidité et qui veulent entrer en relation. Là, ils vont être servis et ils vont apprendre et ils vont acquérir et ils vont se conquérir. La croissance des personnes, ça sert l'efficacité collective. Moi, au début, on me disait, mais c'est du développement personnel, ce que tu fais. Et il y avait un côté presque un peu péjoratif, comme si c'était pas du professionnel. Quelle illusion! Quelle illusion, au moment où on est sur les soft skills, de séparer le personnel du professionnel, puisqu'en fait, la personne travaille avec tout ce qu'elle est. Nous espérons que vous aurez aimé ce 3e épisode, et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour le 4e et dernier épisode de notre série, au cours duquel nous parlerons d'évaluation et de valorisation des soft skills dans la gestion des carrières.